Merci, un grand merci aux organisateurs et à Nicolas Duvou pour l'initiative de cette journée. Alors effectivement, mes travaux m'ont conduit à étudier la philanthropie contemporaine aux États-Unis. Ce n'est qu'en creux que j'ai commencé à entrevoir les spécificités de la situation française en matière de politique sociale. Et à la faveur d'échanges au sein donc de ce groupe Philanthropie du Liep qui se constitue, nous nous sommes venus à nous poser cette question simple en apparence. Pourquoi la philanthropie a-t-elle existé de façon aussi limitée en France? Et par contraste, comment expliquer que la philanthropie existe dans une telle mesure aux États-Unis? C'est ce questionnement à la Werner Zombart que préside cet essai de Genèse comparée. Et notre dialogue étant interdisciplinaire et n'étant que politiste, la question du primat du politique s'est inévitablement posée. La philanthropie devait-elle plus à la culture, aux mutations économiques, au droit, à la forme de l'État, à la religion dominante? Cette réflexion sur le primum mobile, en quelque sorte, devait identifier les facteurs d'essor et d'inhibition du fait philanthropique. Un regard comparatif, ça a été dit, c'est très important, fait ressortir la place spécifique de la philanthropie aux États-Unis, mais aussi sa singularité au sein de la société états-unienne. Sans être reconnu comme une exception, certains auteurs spécialistes du sujet lui reconnaissent le statut de polity ou de American institution. Donc ça a bien été souligné dans l'introduction, cette dimension d'institution en tant que telle. Et les philanthropes occupent cette place particulière aux États-Unis. Ils sont au carrefour d'un esprit de réforme combinant religiosité, sentiment national et centralité de l'économique. Alors je vais trahir un petit peu les organisateurs. Mon propos se concentrera sur le cas états-unien. Et les quelques contrepoints que je ferai au sujet de la France seront largement complétés, amendés et même dépassés, je pense, par les interventions qui se succéderont dans la journée, mes collègues bien plus compétents en la matière. Alors on le sait, la Fondation philanthropique est une institution historiquement européenne. Les colons protestants l'importent en Nouvelle-Angleterre dès les premiers temps de la République américaine. Mais c'est aux États-Unis que la philanthropie prend sa forme moderne. Dépassant l'action charitable d'industriels, d'hommes d'église et d'aristocrates, elle devient une organisation autonome, une institution qui vise à régler les problèmes, problem solving institution, et une sorte d'ingénierie sociale basée sur le savoir. Alors j'ai identifié 3 processus qui ont formé les conditions de l'avènement du fait philanthropique aux États-Unis, et je vais vous en faire un résumé successif avec à chaque fois un petit contrepoint sur la France. Donc ces 3 processus sont la sécularisation, la rationalisation et la républicanisation. Alors d'abord la sécularisation, et je pourrais rajouter un point d'interrogation d'ailleurs, est-ce qu'il y a sécularisation quand on parle de philanthropie? La philanthropie aux États-Unis s'organise à partir de la prise en charge des pauvres. Donc, les associations charitables s'implantent d'abord à Philadelphie, qui est un bastion Quaker, avant de se disséminer dans le reste de la Nouvelle-Angleterre. Le puritanisme et le quakerisme imprègnent ces actions charitables de notions très spécifiques aux États-Unis, telles que le stewardship, le fait de rendre service à la communauté de la part des plus fortunés. Les représentants des églises visitent les pauvres non affiliés, ce qu'ils appellent les unchurched, ceux qui n'ont pas d'église, pour leur proposer une aide matérielle et spirituelle. Un souci missionnaire hérité de la tradition aristocratique anglicane. Un bouleversement social, religieux et politique traverse le XIXe siècle américain. Il s'agit de la remise en cause de l'orthodoxie calviniste. Selon les calvinistes, l'aide aux pauvres interfère avec la volonté divine de prédestination. Elle barre la route à la discipline intérieure, au mode de vie frugal qui m'aide à la purification et à la sainteté. Le travail est la condition de salut et de profit.
Il assure la subsistance matérielle et morale de la communauté. Il doit donc être encouragé en lui-même. La montée en puissance des Arméniens, élites éduquées pro-londoniennes, c'est-à-dire en gros une fissure dans le protestantisme à l'américaine, avec notamment la montée des évangéliques, sur le fond d'industrialisation croissante, va favoriser une mutation des pratiques. Les philanthropes sortent progressivement l'aide aux pauvres du giron des églises, mais ces pratiques continuent à puiser dans le registre du religieux. Mais une religiosité qui est propre aux États-Unis, celle de la religion civile comme expression de la transcendance sociale d'une nation. La génération de réformateurs, le mot de génération est très important ici, de la première moitié du XIXe siècle, est en rupture avec cette orthodoxie calviniste, fondée sur la doctrine du péché, et préoccupée de questions théologiques. Les abstractions métaphysiques cèdent la place aux actions dans la cité, en quelque sorte. La religiosité ne passe plus tellement par le creed, comme disent les Américains, par le credo, que par le deed, le devoir. Dans les termes d'alors, la véritable sainteté demande à s'emparer des problèmes sociaux. Tout en regardant le sacré, la foi protestante d'alors s'enracine dans le monde profane. La charité, vertu théologale, part intégrante du dogme, s'efface au profit de la philanthropie, ancrée dans les évangiles, le culte de la nation et la morale. L'objet n'est plus tellement d'aider les individus que de réformer la société. En France, le terme philanthropie est utilisé pour la première fois en 1712, et comme l'a montré Catherine Duprat, elle devient la référence majeure des patriotes pré-révolutionnaires au cours du XVIIIe siècle. Des sociétés philanthropiques se forment à l'approche de la Révolution, la plus connue, bien sûr, la Société philanthropique de Paris en 1780. Et la philanthropie prend en France une tournure philosophique. Elle se veut charité éclairée par les lumières de la raison, en quelque sorte. Et elle trouve un espace de développement à une époque où les ressources publiques manquent pour secourir les pauvres et où les ressources du clergé sont nationalisées. Et leur portée reste cependant modeste. Au début du XIXe siècle, 10 ans après la Restauration, on en dénombre une trentaine à Paris, alors à la même période, Londres en compte 10 fois plus. Et souligner les différences entre philanthropie et charité, c'est pour les acteurs de l'époque l'occasion de faire valoir des clivages religieux et politiques. La vraie charité serait catholique, apostolique et romaine, alors que la philanthropie, selon certains catholiques de l'époque, ne serait qu'un instinct, je cite, aveugle et borné qui transige sans cesse avec l'amour de soi et se délivre plutôt des malheureux qu'elle ne les délivre. Donc communauté de salut d'un côté, individualisme émancipateur de l'autre, les débats étaient posés. Dans les faits, néanmoins, on le verra, différentes pratiques coexistent. Les associations charitables survivent à la philanthropie, en France comme aux États-Unis. L'étatisation française n'a pas raison de l'action philanthropique. Des espaces de socialisation entre différents acteurs favorisent l'hybridation entre catholicisme social et philanthropie. Les œuvres sociales suscitent, même sous la Troisième République, des formes de coopération entre bureaucrates républicains et catholiques. En France, comme aux États-Unis, les volontés philanthropiques vont de pair avec une émancipation du schéma paroissial. Cette sécularisation conduit d'un côté de l'Atlantique à une autonomisation et de l'autre demeure limitée, contenue par l'étatisation. La philanthropie états-unienne est fortement empreinte de morale religieuse et en France, la référence aux Lumières, l'association du catholicisme et de l'ouvriérisme ainsi que le socialisme solidariste, contribuent à dissoudre la tournure religieuse, en quelque sorte, du soulagement des misères humaines. Misères qui gagnent en densité et en visibilité dans une période de massification urbaine, ce qui m'amène donc à mon second point, la question de la rationalisation. Est-ce que la philanthropie est une entreprise de rationalisation du traitement de la pauvreté ? Au XIXe siècle, la société américaine, à l'image des sociétés européennes du reste, connaît de profondes mutations. L'industrialisation transforme l'organisation du travail, les centres urbains rassemblent main-d'œuvre immigrée et pauvreté noire,
Et les premiers slums, comme on les appelle, les premiers ghettos, apparaissent à Boston et à New York dès les années 1820. La rationalisation du traitement de la pauvreté s'établit dans ce contexte, qui donc est celui de la massification urbaine, mais aussi du renforcement du pouvoir municipal. Le modèle londonien de la Charity Organisation Society, systématique, évangélique et morale, est importé en 1869, d'abord à New York, puis dans d'autres villes du pays. Et le travail de ce qu'on appelle à l'époque la réhabilitation des familles apparaît comme nécessairement local. Donc la philanthropie est une entreprise localisée. La littérature historique est marquée par cet argument. La philanthropie se serait formée aux États-Unis par insuffisance des pouvoirs publics à agir devant la pauvreté grandissante de ces centres urbains, et par la nécessité d'organiser scientifiquement les secours, et afin de séparer ce que qualifient les auteurs de l'époque, avec d'un côté les méritants et de l'autre les imposteurs. L'urbanisation appelait une forme de moralisation. À l'époque, c'est le mode de vie rural qui est considéré comme sain. Est-ce qu'on met un T ou pas, je vous laisse décider. Et les villes sont perçues comme les lieux de la décadence et du vice, d'où l'établissement d'ailleurs de nombre de capitales loin des grandes villes. Après la guerre de sécession, les évangéliques se concentrent sur les questions sociales, pauvreté, alcoolisme, insalubrité. Les philanthropes parlent alors d'un parallélisme ou d'une coïncidence entre dégradation morale et maladie physique. À l'époque, il n'y a pas de distinction entre santé publique et salut public. C'est une conception organiciste du corps social qui prévaut. Ces distinctions que nous faisons n'interviendront qu'ultérieurement. Raison pour laquelle ce réformisme moral urbain de la fin du XIXe se caractérise par la croyance exclusive en une méthode globale, systématique, organisée pour venir à bout de ce qui est appelé la désintégration sociale des masses urbaines. Une machinerie de la générosité, une discipline de l'élan charitable, toutes dévouées à intégrer les sphères du savoir académique. L'expertise devait dépasser la politique, comprise à l'époque comme l'action de machines partisanes corrompues. Les sciences sociales sont sollicitées par une utilité pratique clairement définie par les réformateurs. Les enquêtes sur ces populations paupérisées se multiplient, et il s'agit là d'ailleurs d'un legs d'une pensée ancienne, la pensée quaker britannique, qui dès le XVIIe siècle donnait une précision scientifique aux actions religieuses d'assistance. La philanthropie, en se basant sur une connaissance et une organisation rationnelle, se revendique comme « the science of doing good », la science de bien faire, de faire le bien même. Elle intègre le processus de professionnalisation, tout comme les bureaucraties municipales et les grandes industries, c'est l'époque du taylorisme. Une rationalisation globale, désormais garante de ce que les acteurs de l'époque appellent la moralité scientifique. Le fait est connu, l'ère progressive est dominée par les notables. Les riches industriels puritains, assistés de pasteurs, Rockefeller en premier lieu, occupent le pouvoir municipal et organisent l'action philanthropique. À New York, les idées du management scientifique se diffusent dans la gestion municipale. On observe un certain nombre d'acteurs qui occupent différentes positions dans l'administration municipale, dans des organes de recherche et dans les associations d'aide aux pauvres. Et c'est cette multipositionnalité des acteurs de l'époque qui donne naissance au scientific charity work, donc au travail charitable et scientifique. Il en a résulté un lien durable entre philanthropie et managérialisme qui se renforcera au cours du XXe siècle. En France, l'industrialisation et la massification urbaine sont plus lentes que partout ailleurs en Europe en raison d'une moindre croissance démographique. Les sociétés d'entraide s'organisent de manière clandestine. Dans l'organisation du travail à l'usine, ce sont les ouvriers qui se coordonnent pour créer des caisses d'entraide mutuelle. Les ouvriers et dont les patrons, comme on l'observe aux États-Unis. La société de classe maintient cette séparation forte entre les détenteurs des moyens de production et les prolétaires. Et la philanthropie se
déploie en France sous l'égide aussi des enquêtes sociales de la monarchie de Juillet, qui va de pair avec les enquêtes politiques, comme l'a montré Pierre-Carry Lacohen dans son ouvrage. Et ce qu'on voit, c'est que le capitalisme qui prévaut en France à cette époque est un capitalisme de petits propriétaires, et que les notables français, donc les petits propriétaires et les médecins, sont opposés à toute organisation du secteur de l'assurance sociale, qui ne s'organisera qu'après la Première Guerre mondiale. Et ce sont des traits qui décideront, malgré tout pour longtemps, la carrière du fait philanthropique en France. J'en viens à mon troisième point, donc celui de la républicanisation. Au temps révolutionnaire, France et États-Unis se considéraient comme des républiques sœurs. La notion de république suivra par la suite, on le sait, des chemins bien distincts. Mais pour nous, aujourd'hui, l'ambivalence du terme nous sert à réfléchir au terreau politique d'implantation du fait philanthropique. La philanthropie états-unienne sanctionne un mode d'engagement propre à cette société, celle de la responsabilité individuelle face à la communauté. Et les pères fondateurs, au lendemain de l'indépendance, s'interrogent sur la nature de l'union et sur la philanthropie au sein de celle-ci. Ils se demandent, est-ce que la philanthropie doit être encouragée dans une république ou pas ? Car la philanthropie à l'époque s'apparente encore aux pratiques charitables. Elle porte la marque de la vieille Europe monarchique et aristocratique. Mais ce qu'on observe aux États-Unis, c'est qu'elle se redéfinit progressivement sous l'égide d'une notion très très importante, la notion de volontarisme. Sans commune mesure avec l'acception française courante du terme, le volontarisme politique, le terme recouvre un mode d'engagement dans la société qui tient davantage à la religiosité qu'à l'Église, à une extension du sentiment national non médiatisé par le droit. C'est une différence très très importante entre les États-Unis et la France. La philanthropie devient une expérience américaine au sens fort, comme l'ont montré différents auteurs. Le fait de créer une singularité philanthropique, c'est aussi une manière de forger un sentiment national distinct donc de la vieille Europe et de la tutelle londonienne en particulier. La philanthropie, c'est ce volontarisme et non plus l'activisme charitable des dénominations. Le volontarisme est ce qui signe l'appartenance, mais aussi le statut social. Dans une société qui, contrairement à la France, est fluide, où les places et les rangs ne sont pas désignés par la naissance ou par l'appartenance à une classe bourgeoise bien délimitée. Et d'ailleurs, l'industriel Andrew Carnegie, qui développe donc ses actifs philanthropiques à la fin du XIXe siècle, se pose cette question de ce qu'il appelle la République bien-aimée. Est-ce que la philanthropie pourrait permettre de rétablir cette égalité politique sur cette terre américaine ? L'activité philanthropique est un engagement politique emprunt des valeurs d'une société middle class, qui se traduit difficilement par société bourgeoise en formation à l'époque. Ce qu'on voit, c'est que la philanthropie ne concerne plus seulement les pauvres, elle finance des écoles, des universités, des hôpitaux, des musées. Et par effet retour, la richesse prend aux États-Unis une importance considérable. En permettant aux plus fortunés d'organiser différents aspects de la vie sociale, la fonction sociale de l'argent occupe durablement une place spécifique dans la société états-unienne. Les philanthropes sont bien attachés à la républicanisation de la société américaine. Alors républicanisation au sens où ceux-ci peuvent l'entendre, fédéralisme divisant le pouvoir, démocratie endiguant tout retour de l'aristocratie, liberté religieuse émancipant des persécutions. Et le fait philanthropique épouse ces formes politiques. Il rend possible une action publique tout en contenant le spectre fédéral. La démocratie est à leurs yeux plus dans les pratiques sociales que dans les élections. Le changement d'échelle des activités philanthropiques est permis par ce revivalisme religieux et d'ailleurs donne une place spécifique aux hommes de foi et à leurs épouses dans la société d'alors. Alors qu'en France, pour le dire rapidement, la républicanisation, c'est la centralisation.
en rompant avec la tradition médiévale des organisations charitables. Les révolutionnaires de 89 ferment ou nationalisent ces associations, et différentes mesures législatives vont longtemps contenir l'activité associative jusqu'à la loi de 1901. Ce qu'on voit, c'est que même après cette période-là, les associations, et non les fondations d'ailleurs, enfin plus les associations que les fondations, se développent en partenariat avec l'État. Alors, selon la belle expression d'un historien américain, la Troisième République, comme véhicule de réalisation des promesses ajournées de la Première République, monopolise la production de l'intérêt général par le biais de l'État. Et l'instauration de la laïcité permet au pouvoir public de se substituer à l'Église et à ses activités, tout en contenant tout principe de subsidiarité. Le paradoxe de la situation française, c'est que la coalition d'acteurs la plus propice à développer le schéma philanthropique, protestants, juifs, athées anticléricaux et francs-maçons, est celle qui va intégrer et soutenir le renforcement de l'État centralisé et par là circonscrire sans empêcher le fait philanthropique en France. Alors, il est temps de conclure, Monsieur le Président. Pourquoi y a-t-il de la philanthropie et non pas rien? Question kantienne, quasi philosophique. On l'a vu, la formation philanthropique tient à une combinaison de variables, la prégnance de l'échelon local, une grande bourgeoisie protestante industrielle, une citoyenneté produite par l'engagement individuel et non monopolisée par l'État, et une faible distinction entre privé et public. La philanthropie est aux États-Unis une forme d'engagement civique, alors qu'en France, c'est l'État qui a monopolisé la socialisation politique et la production des formes de civisme. La philanthropie est aujourd'hui un mode de financement de l'action publique distincte d'une redistribution centralisée. En ce sens, l'action philanthropique ne passe pas au XIXe siècle et durant la majeure partie du XXe siècle par les fourches caudines de l'abstraction juridique. C'est ce qui fait sa faiblesse en France et sa force aux États-Unis. Non sans critique, car nombre de controverses se nouent autour du caractère pluraliste de ces initiatives. Ce qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est le mouvement de balancier qui s'opère dans ce domaine comme dans d'autres. La part relative des financements philanthropiques décroît aux États-Unis. Les associations et les agences gouvernementales ont développé des moyens de générer leurs propres revenus qui représentent désormais 3 à 4 fois plus que la part philanthropique. Et dans le même temps, par le truchement de la décentralisation et dans le sillon d'un regain d'intérêt des pays européens depuis les années 2000, la France accueille aujourd'hui un surcroît de financement philanthropique et les États-Unis ne sont plus un contre-modèle en ce domaine, mais bien un vivier de modes d'action inspirés de la philanthropie.